Le micro marche. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette première conférence. Nous sommes dans l'espace Agora. Dans cet espace vont se dérouler plusieurs conférences. Vous avez vu le programme de la journée qui est assez dense avec différentes conférences. Et on commence ce matin avec Yannick Fons qui travaille chez Ortec. Il va se présenter tout de suite pour nous parler d'un projet sur lequel l'entreprise a travaillé. Et c'est un peu à l'image de cette usine extraordinaire, à projet extraordinaire, à intervention sur ce bateau. Donc on va parler de ce projet qui dépasse un peu l'entendement en termes de taille. Yannick, déjà commencez par vous présenter. Bonjour, votre parcours et votre entreprise rapidement. Bonjour à tous. Alors, donc moi je m'appelle Yannick Fons, je suis directeur du département Grand Projet Énergie dans le groupe Ortec. Je suis ingénieur, Gadzar, pour ceux qui connaissent, de formation. J'ai fait une grande partie de ma carrière dans l'industrie de l'énergie et notamment les centrales de production d'électricité. Et aujourd'hui, je dirige un département qui traite pour le compte des grands clients, que ce soit EDF ou que ce soit maintenant le projet ITER, de travaux de construction ou de travaux de rénovation, d'amélioration. Notre industrie nucléaire a régulièrement des modifications d'amélioration de la sûreté pour qu'elle soit toujours plus sûre. Et donc nous, au titre d'une société de service, on participe pour ces clients-là à les aider à réaliser l'amélioration de leurs installations. Parce que Ortec n'est pas un industriel, c'est une entreprise qui fait du service et accompagne les industries. Exactement. C'est les clients que j'ai cités, mais c'est vrai aussi de Total, c'est vrai aussi des gens de l'aéronautique. Les grands clients comme Airbus concentrent leurs ressources sur leur cœur de métier, sur l'ingénierie de leurs produits, sur la fabrication de leurs produits, sur la distribution et la commercialisation de leurs produits. Et ils font le choix de sous-traiter un grand nombre d'activités à des sociétés qui se sont spécialisées dedans. Nous, on fait de la mécanique, de la maintenance, de la tuyauterie, de la construction. Et donc, on peut agir pour une société ou pour une autre. Et eux, ils trouvent dans ce tissu industriel des sociétés capables de répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, on fait un peu de la promotion sur l'industrie. On essaye de toucher les jeunes et de pouvoir décrire des carrières. Donc, ça veut dire que ces grands noms, c'est les grands noms qui sont les plus connus, la SNCF, EDF, Peugeot, Renault. Bien sûr, on peut travailler pour ces sociétés, mais ces sociétés ont énormément de sous-traitants qui fabriquent des pièces, qui font de la maintenance, qui participent au tissu industriel, dans lequel le travail est tout aussi intéressant et qui sont souvent des sociétés à taille plus modeste, notamment dans lesquelles la partie autonomie, initiative, dynamisme est souvent plus important que dans les grands donneurs d'ordre qui, eux, ont des organisations qui ont plusieurs dizaines d'années, qui sont souvent plus sécurisées, mais aussi plus lourdes. Ortec est quand même une grande entreprise du territoire. On est content de vous avoir. Il y a combien de salariés rapidement? Après, on va parler du projet. 11 000 salariés dans le groupe 11 000 salariés, et vous êtes situé à côté d'Aix-en-Provence. Dans 26 pays différents. Et dans 26 pays. On parle du projet? Ok. Donc c'est un projet effectivement qui dépasse un peu l'entendement, qui est né, je redis ce qu'on s'est dit tout à l'heure, qui est né d'une demande d'EDF suite à la catastrophe de Fukushima. Et quelle était cette demande? Alors en fait, à Fukushima, une vague générée par le tsunami a inondé le site et elle a inondé les groupes électrogènes de secours. Quand le réacteur s'arrête, il y a besoin d'avoir un certain nombre d'énergie pour alimenter un certain nombre d'appareils pour sécuriser le réacteur. Et comme dans un hôpital ou dans d'autres installations, quand il n'y a plus d'électricité, il y a des groupes électrogènes, diesel, qui démarrent et qui fournissent l'électricité nécessaire. Et là, ils ont été inondés par la vague et ils n'ont pas pu démarrer, ou ils ont démarré, ils se sont arrêtés très rapidement. Et donc, du coup, c'est pour ça que la centrale a été dans des conditions très critiques. En France, on a des groupes électrogènes qui existent déjà dans nos centrales, semblables à ceux de Fukushima. Et l'autorité de sûreté a demandé d'installer des groupes électrogènes supplémentaires qui soient capables de soutenir des conditions bien pires que les précédents et qui soient capables, en gros, de fonctionner quelles que soient les conditions. Je vous donnerai un petit peu tout à l'heure ce type de conditions. On va avancer, effectivement. Alors, le projet, il est gros pour nous et il est moins gros pour EDF, évidemment, par rapport à la construction d'EPR. Mais enfin, c'est un projet qui, chez nous, a mobilisé près de 700 personnes. C'est un projet pour lequel on a eu jusqu'à 500 personnes en chantier,
Donc effectivement, la taille de notre entreprise, c'est un très gros projet. Alors je vous fais... Bouton rouge. Donc ça concerne en fait... ça c'est une vidéo, je ne sais pas comment on la lance. Appuyez encore une fois. Ah non, c'est pas lancé. Bon. Je vais essayer. Allez-y. Bon. Donc en fait, l'objet du projet, c'est pour chaque centrale française, donc il y en a 58 en France, chaque réacteur plutôt, il y a 19 centrales mais il y a 58 réacteurs, de pouvoir construire un bâtiment dont vous voyez à peu près la taille avec l'échelle humaine, dans lequel on va retrouver un groupe diesel à moteur, un alternateur et évidemment tous les systèmes auxiliaires qui vont lui permettre de fonctionner dans des conditions extrêmes. Ce groupe électrogène va produire de l'électricité qui va envoyer vers le réacteur, vers des pompes, des capteurs, du contrôle-commande, la salle de commande, pour pouvoir continuer à exploiter en sûreté le réacteur, même y compris quand il n'y a plus d'électricité sur le site. Donc la particularité de ce projet, et par rapport à la présentation qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que c'est un projet pour nous ensemblier. C'est-à-dire qu'on a réalisé les études d'ingénierie, dont vous voyez une maquette numérique ici. On a fabriqué les équipements ou fait fabriquer des équipements, il y en a un certain nombre qui sont achetés. Et ensuite, on les a installés sur les sites. Donc ce bâtiment-là, nous, dans notre contrat, on l'a construit 36 fois. C'est en ça que c'est important, sur 2 ans. Et on a donc ensuite démarré ces installations. Donc là, vous voyez du travail d'ingénierie. Donc des ingénieurs de chez Eurtech qui ont, dans le bâtiment dont on a enlevé les murs là sur la vue, conçu, installé les matériels, dimensionné les matériels. Et ça, c'est en 3D. Toutes les pièces qu'on peut trouver, c'est un vrai, c'est un gros Lego, quoi. Exactement, c'est un gros Lego qu'il va falloir monter. Après, oui. Là, pour l'instant, c'est en phase numérique. Hein, c'est assez facile derrière un ordinateur. On définit les matériels, on les dimensionne, on les spécifie. Et ensuite, on les fabrique ou on les achète. Pour un grand nombre, ils sont achetés. Et ensuite, l'objectif étant évidemment d'installer tout ça dans les bâtiments. Donc ici, on a une vue du hall diesel. Donc on voit en termes de métier, par rapport à la présentation d'aujourd'hui, vous voyez des tuyaux, de la tuyauterie, vous voyez des charpentes métalliques ici. Vous voyez de la tuyauterie, vous voyez des câbles électriques, donc certains sont gros qui font... Vous savez combien il y a de métiers différents qui sont intervenus sur un chantier comme celui-là? Ouais, il y en a une quarantaine, je pense. Entre les peintres, les gens de ventilation, les gens qui font du génie civil, les gens qui travaillent les charpentes métalliques, la tuyauterie, oui. Une bonne vingtaine de métiers. Donc on a effectivement quelque chose d'ampleur. Hein. On a, nous, fabriqué... et vous voyez ici notre atelier, et ici c'était une zone de stockage temporaire et on a été obligé de stocker dans le parking tellement il y avait de matériel, mais on a donc fabriqué 32 km de tuyauterie, je ne sais pas si vous imaginez, mais pour l'ensemble des 36 unités. Hein. C'est comme si on avait mis des tuyaux entre ici et Aix-en-Provence. Hein. On a donc acheté un grand nombre d'équipements. Vous voyez des systèmes de refroidissement qui sont sur le toit du bâtiment, un système d'extinction incendie par brouillard d'eau qui éteint un incendie qui pourrait y avoir sur le moteur pour qu'il continue à fonctionner, beaucoup de ventilateurs puisqu'il faut conditionner le bâtiment. Et c'est un des critères qui est important. Et puis voilà, donc on a fait 50 000 soudures en 3-4 ans. On a installé 6 000 tonnes de matériel. Vous voyez ici les armoires électriques. Voilà, vous voyez ici les armoires électriques qui sont là, par exemple, les armoires haute tension. On en a installé 1000. Donc, c'est pour les fans d'armoires électriques. Pardon ? C'est pour les fans d'armoires électriques. Hein. Il y en a des belles. Typiquement, là, les métiers qui sont utilisés sur le site ensuite, hein, on a vu tout à l'heure la partie ingénieur. Là, sur le site, on va avoir aussi des ingénieurs pour encadrer les chantiers, mais ensuite, il y a des ouvriers, des techniciens qui travaillent. Donc, quand on arrive, les bâtiments sont vides. Ça veut dire qu'il faut commencer par décharger, manutentionner, amener des équipements dans les zones où ils doivent être installés, les fixer, sachant que comme ce sont des bâtiments qui doivent tenir des séismes extrêmement forts,
La fixation est extrêmement importante, sinon au premier séisme tout tombe. Donc vous voyez que le dimensionnement et les fixations sont extrêmement importantes. On installe les caissons des armoires électriques. Ça, c'est un transformateur 6600 volts, 380 volts. Et on raccorde. Donc, en général, on installe les gros équipements en premier, évidemment, et ensuite, on les raccorde avec les réseaux de tuyauterie, avec les réseaux électriques. Rappelons que ça se passe à quelques mètres d'une centrale nucléaire, donc tous les personnels, parce qu'on va y venir, aux personnes qui ont travaillé sur le chantier, toutes les personnes qui ont travaillé dessus ont reçu une formation pour rentrer sur un site surveillé, je suppose. Tout à fait. Alors, bien sûr, il y a tous les aspects sécurité par rapport à la centrale elle-même. Ensuite, ça, c'est une installation qui est une installation dans laquelle il n'y a pas de radioactivité. C'est simplement une usine de production d'électricité, un diesel d'ultime secours. Donc, le personnel n'était pas forcément qualifié par rapport à la radioactivité, puisque sur son chantier, il n'y avait pas de radioactivité. Par contre, les qualifications sont vraiment au niveau de la qualité et de l'assurance qualité. C'est-à-dire que toutes les opérations sont tracées, toutes les opérations font l'objet de procédures, elles font l'objet d'enregistrements signés à chaque phase des travaux. Ça représente des dizaines et des dizaines de milliers de pages de rapports techniques pour cette construction-là. Et c'est plutôt en ce sens-là que le personnel est qualifié pour le nucléaire. Vous vouliez parler des hommes et des femmes, parce qu'il reste peu de temps, c'est pour ça que je... Voilà, mais quelques photos, effectivement. Donc là, vous voyez des gros grutages, comme on peut voir à l'extérieur. Le groupe diesel lui-même, qui pèse 65 tonnes. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour le groupe Ortex, c'est à peu près 700 personnes qui ont participé sur les 5 ans du projet. On a quasiment terminé. Certains au début, d'autres à la fin, d'autres quelques-uns, on est quelques-uns à avoir participé sur toute la durée du projet. Mais ça a permis notamment de mettre en œuvre énormément de compétences, des ingénieurs de calcul, des ingénieurs de conception, des ingénieurs en mécanique des fluides, en ventilation, en électricité. On a ensuite en fabrication des ateliers dans lesquels on fabrique de la tuyauterie, on fabrique des équipements, donc il y a beaucoup de techniciens qui réalisent ça. Et ensuite, la partie importante qui était sur le chantier, dont on va se retrouver avec des ouvriers soudeurs, des ouvriers tuyauteurs, des ouvriers électriciens, des gens qui tirent les câbles, des gens qui raccordent les câbles, des gens qui ensuite mettent en service l'installation. On la construit morceau par morceau, on relie, et ensuite on commence à allumer, à appuyer sur on les différents équipements. Et ce jour-là, on est fébrile. Voilà, alors on les fait les uns après les autres, ensuite par système entre eux, et un jour on appuie sur le bouton et on démarre le moteur, et là ça fonctionne, et ça veut dire que tout ce qu'on a fait jusque-là a... C'est comme dans les films, tout le monde applaudit, comme à la NASA. Comment ça se passe? Il y a de la tension, donc ça nous arrive de faire un peu la fête, effectivement, quand on passe des jalons importants. Donc là, vous voyez des photos des gens qui ont participé au projet. Pour certains, ça a été plusieurs années de leur vie. Ils ont parlé d'us, ils ont mangé d'us, ils ont dormi d'us. Les équipes sur les chantiers c'est dur quand même, hein. Ça démarre tôt le matin, ça finit tard le soir, on est ennuyé toute la journée. Il y a des endroits où il y a de la neige, où il y a des endroits où il fait des conditions très chaud. Météo qui ne sont pas toujours faciles. C'est des bâtiments neufs, donc au début ils sont ouverts à tout vent, c'est quasiment comme si on travaillait à l'extérieur. Donc les équipes créent, je dirais, des petites familles sur chaque site, et c'est vraiment une ambiance très intéressante. Les gens sont vraiment mobilisés. Quand on fait de la construction neuve, il y a un champ, et quelques mois plus tard, quand on repart, il y a une installation qui fonctionne. Et ça, c'est une grande satisfaction. On a eu l'impression de construire quelque chose, de bâtir quelque chose. Alors vous avez bâti quelque chose de super solide. Il m'avait donné l'autre jour en me disant quelle était la demande d'EDF sur ce bâtiment. Vous voyez en vrai les bâtiments qui sont sur le côté. Donc la grande particularité, c'est que c'est des blocos en fait. Ce sont des bâtiments qui sont à toute épreuve. Ils doivent soutenir des séismes extrêmement importants, plus importants que ceux qui ont dimensionné la centrale. Ils sont capables de tenir des inondations, des vents extrêmes, 300 km/h, des tornades. Et notamment, dans le cahier des charges, il y a quelque chose qui est assez croustillant, c'est qu'il faut que l'installation soit capable de tenir à la projection d'une voiture à 120 km/h sur toute la hauteur du bâtiment. La réalité, ce serait une voiture qui serait prise dans une tornade, comme on peut voir dans les films américains, qui se mettrait à tourner, qui serait projetée sur le bâtiment. Quelle que soit la zone dans laquelle elle est projetée,
le groupe électrogène il continue de fonctionner. Dans les domaines extrêmes, tout doit fonctionner de façon nominale jusqu'à moins 35 degrés de température extérieure. On parle de la France, on ne parle pas de la Sibérie, moins 35 degrés. Et à l'opposé, ça doit fonctionner à 100% de sa performance jusqu'à 49 degrés extérieurs. Alors vous savez quand même que l'été dernier, on a battu un record, on est arrivé jusqu'à 47 pendant quelques heures. Mais là, on est dimensionné pour être à 100% de performance jusqu'à 49 degrés extérieurs. Ah, écoutez, on a terminé. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir Yannick et ce projet. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et restez avec nous. On va parler de l'usine pour tous, du handicap et de la qualité de vie au travail avec une intervenante qui nous rejoint dans quelques petites minutes. Merci beaucoup.